Amis cinéphiles, bonjour. C'est François et je suis ravi de vous retrouver après, il est vrai, une longue absence en vidéo. Alors, pour fêter cette occasion, j'avais très envie de vous parler d'Avalon, un long métrage de science-fiction réalisé par le japonais Mamoru Oshii. Un film qui a énormément compté pour moi à sa sortie, il y a près de 25 ans, et qui conserve toujours une place particulière dans mon cœur. Avalon était même considéré à l'époque par James Cameron en personne comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la science-fiction jamais tournés jusque-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce long métrage fascine autant le réalisateur américain et moi-même. Allez, c'est parti! Si l'on établit un lien entre l'année 2001 et le cinéma, on pense irrémédiablement à l'année de l'Odyssée de l'espace, chère à Stanley Kubrick. On pense aussi à l'année du triomphe pour Peter Jackson et sa communauté de l'anneau. Ou bien encore à l'année de sortie de Mulholland Drive de David Lynch. Mais 2001, c'est également l'année de sortie d'Avalon. En tout cas pour le territoire japonais et américain, ainsi que celle de l'avant-première exceptionnelle du long métrage dans l'Hexagone, qui a eu lieu à Paris au mois de septembre dans le cadre de l'étrange festival. Une avant-première qui suscita un authentique engouement, ça je peux vous le garantir puisque oui, j'ai eu la chance d'y assister. La raison de cet engouement, tout simplement l'aura autour du metteur en scène d'Avalon, Mamoru Oshii, et les mots laudateurs de James Cameron, qui avait déjà vu le film grâce à Mamoru Oshii lui-même. Oshii était en effet déjà considéré comme un auteur culte, en tout cas en ce qui concerne l'animation japonaise, ce à défaut d'être réellement fédérateur pour le grand public, comme pouvait l'être déjà un certain Hayao Miyazaki. Sa notoriété reposait sur des travaux d'exception. Son adaptation extraordinaire du manga éponyme de Masamune Shirow, Ghost in the Shell. Ces deux opus dédiés à la franchise Pat Labor. Ou bien encore son scénario pour le Jinro d'Okyura. Grâce à ces travaux, il était devenu la coqueluche d'une majeure partie de la critique au fil des années. Il avait contribué à la reconnaissance de l'animation japonaise à l'international. Il influençait déjà plusieurs de ses confrères et elle en a influencé d'autres par la suite, à commencer par les sœurs Wachowski, pour finir par enchanter plusieurs cinéastes illustres, James Cameron donc, mais aussi, ça c'est moins connu, Stanley Kubrick. Alors pour la petite histoire, ce ne serait qu'une rumeur, mais bon, après une rumeur persistante, Stanley Kubrick aurait renoncé à son projet sur l'intelligence artificielle après avoir vu Ghost in the Shell. Et en ce début de nouveau millénaire, Mamoru Oshii est donc au sommet de sa notoriété, en tout cas critique, et le voilà donc prêt à relever le plus grand défi de sa carrière, à savoir gravir le sommet Avalon, un ovni, un objet filmique non identifié qui s'intéresse aux divers degrés de réalité et à la perception de la réalité virtuelle en général, un film assimilé souvent à tort, et ça c'est une gageure, comme un ersatz fauché de Matrix ou de l'existence de David Cronenberg, ce en raison de son budget, il est vrai, fort modeste, avoisinant officiellement les 10 millions de dollars. Alors, ce budget modeste, ce manque de moyens, ne l'a pas empêché de tourner et d'opter au moment des préparatifs du tournage pour des décisions fortes, voire radicales. Déjà, il s'est entouré de ses comparses de toujours, de ses fidèles comparses avec qui il avait collaboré sur Ghost in the Shell et sur les deux Pat Labor. Le compositeur Kenji Kawai, réputé alors pour la musique fabuleuse de Ghost in the Shell. Et le scénariste
Kazuhiro Ito, alors beaucoup moins connu en Occident, mais il faut savoir qu'outre les scénarios des Deux Pattes Labor et de Ghost in the Shell, il était derrière également celui de Nausicaa, la vallée du vent d'Hayao Miyazaki, et il avait officié sur la saga des Gamera. C'était un scénariste très prisé par le cinéma de genre japonais dans les années 80, 90, début 2000. Autre décision forte, celle de tourner en Pologne. Alors vous allez me dire, c'est pour limiter les coûts. Mais c'est surtout pour honorer le 7e art local. Alors là, sur ce point, je vais vous intriguer, c'est sûr. Mamoru Oshii, durant la promotion d'Avalon, ne va cesser d'afficher son amour pour le cinéma polonais. Alors, tout le monde lui parle de Vajda, mais lui va évoquer son affection pour Jerzy Kawalewicz et pour son long métrage Merjane des Anges. Un long métrage à l'esthétique très âpre, très dur, que Mamoru Oshii va se réapproprier afin de nous livrer sa vision du futur. Cette vision, elle, nous entraîne dans un avenir proche et nous présente une société marquée par la pauvreté, dont la population s'adonne à un jeu vidéo de guerre en réalité virtuelle, une sorte de Call of Duty ou de Counter-Strike en réalité virtuelle, baptisé Avalon. Un jeu qui oppose les participants dans une zone de conflit digne de la guerre froide. Alors je vais m'arrêter tout de suite sur ce point. Lorsque l'on découvre Avalon pour la première fois, on est frappé par ces images terribles. On voit l'irruption de chars dans un semblant de Varsovie, et cela nous renvoie aux heures sombres de l'histoire et de la guerre froide. On reconnaît tout de suite l'aspect politique sous-jacent cher à Mamoru Oshii, un aspect politique dont je vous reparlerai un peu plus tard. Alors, parmi les joueurs et les joueuses qui pratiquent Avalon, on retrouve Ash, une ancienne membre des Wizards, une équipe invincible, une sorte d'équipe e-sport avant l'heure. Ah oui, parce qu'en 2001, on ne parlait pas forcément d'équipe e-sport. Une équipe qui a sombré, en tout cas suite à la faillite de l'un des siens. Ash, elle, a décidé de poursuivre sa carrière en solo et désire aller toujours plus loin. Pour ce faire, elle requiert l'aide d'un mystérieux personnage, The Bishop, le prêtre, afin d'accéder à un niveau secret et de découvrir la véritable nature du jeu. Ce synopsis, très réducteur sur le papier, souligne pourtant magnifiquement l'aspect cryptique du long métrage. Une constante chez Mamoru Oshii qui dissimule toujours ses intentions sous une montagne de mystère, alors que la vérité, elle était là, sous nos yeux, depuis le début, comme le nez au milieu du visage. Il maquille son message à travers un dispositif habile, habité par ses préoccupations, son vécu et ses influences. Petit aparté, le temps de faire un peu d'autopromotion. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également aller jeter un œil sur le site paricilescinéphiles.com. C'est un site au contenu entièrement gratuit. Vous pourrez y retrouver des critiques concernant les dernières sorties au cinéma, ainsi que divers dossiers, billets d'humeur, analyses de scènes, dédiés au cinéma de genre et aux films du patrimoine. L'influence majeure d'Avalon, dans sa conception, c'est bien entendu le mythe arthurien. Mamoru Oshii multiplie les références au mythe arthurien dans son long métrage. Ainsi, le titre du film et le jeu vidéo dont il est question dans le film tirent leur nom de la terre légendaire qui recueillait les soldats tombés au combat dans le mythe arthurien. Ensuite, pour bien comprendre Avalon, il faut relever l'amour de Mamoru Oshii pour le cinéma européen. Je vous ai déjà parlé de son affection pour le cinéma polonais, pour Jerzy Kawalewicz et pour Merjane des Anges. Et il faut prendre en compte également son adulation pour l'immense
cinéaste suédois qu'est Ingmar Bergman, friand tout comme lui des longs métrages obscurs. Alors si vous voyez un jour Le Septième Saut ou Persona, vous comprendrez pourquoi je parle de longs métrages obscurs. Et dans Avalon, en guise de clin d'œil, Mamoru Oshii va affubler justement son personnage de The Bishop, du prêtre, d'une allure semblable à celle du personnage de la mort dans Le Septième Saut. Et bon, pendant qu'on y est, pour prolonger un peu le comparatif, il faut savoir qu'Avalon n'est pas le premier long métrage centré sur la légende arthurienne qui puise dans l'apparence du personnage de la mort dans Le Septième Saut, puisque un certain John Boorman, le grand réalisateur britannique, avait fait de même avec son chef-d'œuvre Excalibur par le biais du personnage de Merlin. Par ailleurs, toujours dans l'optique de bien appréhender le message d'Avalon, il faut, alors là je vous en ai déjà parlé, se concentrer sur l'obsession de Mamoru Oshii, sur cette préoccupation récurrente pour les sujets concernant la politique et la politique fiction. Elle se retrouve par exemple dans ce scénario pour Jinro, qui présente un Japon toujours englué dans le spectre du totalitarisme de la Seconde Guerre mondiale. Ou bien encore, dans son faux long métrage de mecha, mais authentique long métrage de politique et de politique fiction, qui est Patlabor 2, qui projette d'une certaine manière les attentats du 11 septembre, sauf que en plein cœur du Japon, sauf que Patlabor 2 a été tourné plus de 10 ans avant les attentats du 11 septembre. Voilà pourquoi James Cameron aimait qualifier Mamoru Oshii d'auteur visionnaire. Alors, cette obsession pour les sujets de politique, elle ne date pas d'hier, bien entendu. Elle trouve son origine dans la jeunesse de Mamoru Oshii, qui s'était engagé avec d'autres dans des manifestations visant à réformer le pays. Alors, si vous connaissez un peu le gouvernement japonais, vous imaginez bien que ces manifestations ne se sont pas bien achevées. Mamoru Oshii, avec ses compagnons d'armes, va être brisé par le système, il va être réprimé, et sa famille va même l'isoler un temps. Oshii va donc conserver un souvenir très amer de cette expérience, bon ça c'est un peu logique, et ce souvenir, cette expérience, va transpirer par conséquent dans toute sa filmographie. Enfin, et ça c'est également très important, il y a le vécu de Mamoru Oshii en tant que joueur de jeux vidéo. Et oui, Mamoru Oshii a notamment pratiqué pendant quelques années le proto-MMORPG, jeu de rôle massivement online, The Wizard. Et d'ailleurs, il va réutiliser le nom de The Wizard pour baptiser l'équipe d'Ash. Et grâce à cette expérience, en tant que joueur de vidéoludique, il va être très inspiré à la fois pour le scénario et pour la mise en scène d'Avalon. Alors, tous ces éléments assemblés, toutes ces références, toutes ces influences n'ont aucun lien en apparence et sont pourtant intégrés avec harmonie dans le long métrage et concourent à sa réussite. La mise en scène de Mamoru Oshii digère naturellement leur symbiose et se distingue par son élégance. Cette mise en scène repose d'abord sur une direction artistique qui fusionne à la fois l'imaginaire de son réalisateur et l'esthétique de Mère Jeanne des Anges. Elle repose aussi sur l'emploi combiné d'artifices ostentatoires et de détails a priori insignifiants mais prépondérants. Alors cet emploi justement combiné d'artifices ostentatoires et de détails a priori anodins est une habitude chez les cinéastes. On se souvient par exemple que dans Patlabor 2, chaque protagoniste contemplait fixement devant lui au cours d'une conversation, sans jamais croiser le regard de son interlocuteur. Un point anodin, vous allez me dire, mais qui recélait pourtant toute son importance dans la compréhension du message, de la vision du réalisateur. Et il en va de même dans Avalon, quand Mamoru Oshii peint l'environnement d'un univers aseptisé, auto-ocre, dénué d'activité,
hormis lors de séances de repas singulières ou dès que le jeu démarre. Une atmosphère délétère surplombe chaque scène, tandis qu'Ash évolue, elle, dans un quotidien où les vivants et les morts sont de la même race. Alors, cette expression, elle n'est pas de moi, hein, je vous rassure. Elle vient du grand film de zombies De la mort et de la mort de Michel Soavi. Un film que je vous recommande chaudement. Dans Avalon, les passagers du bus, les passagers du métro, les passants sont inertes et font figure en quelque sorte de sprites, ces personnages de jeux vidéo avec lesquels on ne peut interagir ou interagir seulement de façon limitée. Le chien d'Ash, lui, apparaît et disparaît durant les fameuses séquences de repas très singulières, et il apparaît et disparaît à son gré, ou plutôt tel un bug dans la matrice. Bon, je vous avoue, je ne pouvais pas manquer de vous faire ce clin d'œil. Alors, grâce à ces quelques détails de mise en scène, qui ont effectivement l'air de rien, la mécanique de Mamoru Oshii revêt tout son sens. Contrairement à Matrix, il est très difficile ici de déterminer si Ash sort du jeu à un moment ou à un autre, ou si on est confronté à une mise en abîme du jeu vidéo. Et bien qu'il se part d'une réflexion politique et anticapitaliste, comme Matrix ou Existence, Avalon se concentre, lui, sur une dimension davantage métaphysique. Si suivre la jeune fille fantôme, le Ghost in the Shell, permet à Ash et à ses compagnons d'échapper à leur enfer, cela ne résout ni n'explique en aucun cas leur dépendance au jeu. Mamoru Oshii, lui, déclarait dans un entretien que lorsqu'il s'adonnait à son MMORPG The Wizard, il désirait savoir ce qui l'incitait à continuer. Et ici, dans Avalon, au-delà de l'échappatoire, il interroge sur le sens de l'existence et sur ce qui pousse chacun d'entre nous à avancer. Alors, au vu des quelques images que je vous ai montrées durant cette vidéo et des explications autour du film, vous vous doutez bien qu'un sujet aussi abscon et qu'un traitement aussi singulier a plutôt rebuté le public et qu'Avalon n'a pas été un franc succès en salle. C'est le cas de le dire. Ce fut même un désastre. Le film a en plus souffert d'une exploitation très limitée, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ce ne sont pas les recettes DVD, certes honorables, qui auront suffi à rentabiliser un budget que je vous ai annoncé fort modeste. Ce revers amorça le déclin de Mamoru Oshii en termes de notoriété. Certes, Ghost in the Shell Innocence fut sélectionné quelques années plus tard pour la compétition officielle du Festival de Cannes et constitua un nouveau sommet pour lui. Mais hélas, le long métrage d'animation s'écrasera tout autant qu'Avalon au box-office. Depuis, Mamoru Oshii est tombé dans l'oubli, et ça c'est vraiment regrettable, tant il a apporté à tout un pan du 7e art et du cinéma de genre, que ce soit dans sa conception, dans son ambition et quelque part dans sa folie créative. Quant à Avalon, il symbolise le long métrage maudit et pourtant tellement réussi dans son élaboration qu'il en devient aussi mythique que la terre légendaire dont il porte le nom.